Bienvenue à tous pour cet autre numéro de Conseils pratiques, la toute dernière édition du mois de juillet sur les antennes de la chaîne People. Alors, la mère tire peu à peu sa révérence et nous espérons que vos objectifs sont en train d'être atteints petit à petit aussi, parce que vaudrait mieux attendre quelque chose à 50% que de ne rien atteindre. 1h10, c'est le temps que nous aurons à passer ensemble. Question pour nous d'échanger avec vous dans le cadre de ce programme hebdomadaire Conseils pratiques. C'est un thème bien actualisé et débattu dans toutes les rubriques du programme. On va bien s'amuser comme à l'accoutumée. J'espère que vous entendez bien ou toujours dans les bruits. Alors, bonsoir les filles. Bonsoir Aïssa, bonsoir Ghislaine et bonsoir à tout le monde à la maison. L'actualité a été un peu secouée. On espère que vous avez tous été à l'affût et que vous le serez toujours pendant notre émission. Pendant 1h10. Voilà, on a tellement de rubriques ce soir. Ghislaine, la semaine a bien commencé. Elle est en train de bien se terminer. Je vais commencer hip hip hip. Vous ne répondez pas. Oh, Hip hip hip. Ouah. Hip hip hip. Ouah. Alors ça c'était un cri de victoire à l'endroit de nos amis techniciens qui ont bravé le bac parce que apparemment le bac a On avait sorti. oublié. Donc ça là c'est pour vous maintenant. Merci, bonsoir Aïssa, bonsoir Emily et bonsoir à vous à la maison. J'espère que la journée a été très bien, que la soirée également s'annonce. Mais c'est pas le cas, c'est pas grave. On est là jeudi encore pour 1 heure d'interaction. Donc have a seat because 4 to 5 p.m. on est ensemble. Ce soir, on va chanter comme tous les autres soirs d'ailleurs. On demande d'ores et déjà des excuses à tous les fans de Blanche Bailey. Ouais. On va faire un massacre. Bon, apprêtez vos oreilles. Apprêtez vos oreilles, voilà. On y va. On tape d'abord les mains, on tape les mains pour réveiller tous ceux qui dorment encore à la maison. Je veux aussi t'écloger comme papa et tout. Comme papa et tout. Rouler dans les grosses caisses comme la go coco. Mago coco. Je suis un être humain, pas différent des autres. Money, nanana, money, money, nanana, money, money, tout, nanana, l'argent. Le massacre est de taille. L'argent, Le cap. money, money, qu'est-ce que je dois faire? Money. Non, 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 non. Money, oh. On va, Ça va, là. Beaucoup de orange money. Je veux l'argent et à gogo. Millions à gogo. Millions quand on joue un câble. L'argent. Hey, hey, hey. Ça va engager. Bon, c'était juste. Heureusement qu'on a prévenu au départ. T'es sûr On que ça n'est va pas être un massacre. on n'est pas des chanteurs professionnels, mais on a fait notre part. On prend le jiggle, on se retrouve à côté. Voilà, de retour sur le plateau de Conseils pratiques. On va s'amuser ce soir avec le thème choisi pour cette autre édition de Conseils pratiques. Ce soir, on parle des vacances désorientées, des vacances au village, ou pas. Si vous avez des idées à nous faire parvenir pour nous dire pourquoi est-ce que au fur et à mesure que le temps passe, on est en train de déserter nos villages petit à petit. Vous nous envoyez tout cela via les codes d'accès qui s'affichent au bas de votre petit écran. Si vous êtes un maniaque de l'information, de l'actualité, vous nous envoyez la réponse du quiz de ce soir pour nous dire qui a été le vainqueur de la Coupe féminine de football version militaire. On attend votre réponse via les codes d'accès pour gagner 1000 francs de crédit de communication offert par The Manager Mzone, à qui on dit d'ailleurs bonsoir. Bien, les vacances au village, on y va, on se lance. C'est vrai que l'actu a bougé, ça correspond un peu avec les dires de notre papy, de notre père. Il a dit qu'il est allé au village, nous aussi nous y sommes. C'est un exemple d'ailleurs à suivre, il faut aller au village. C'est important. C'est très important, il faut aller au village. Alors, Ghislaine, née à Yaoundé, grandie à Yaoundé, on s'en vante et puis c'est comme si... c'est vrai que quand on parle de village, il y a village et village. Donc on vous dira que Yaoundé c'est mon village. Mais on va parler de ceux-là qui ont des villages assez éloignés et qui n'y vont pas souvent. On est né en ville, on grandit en ville, on s'en va. Je dirais que c'est insensé. Oui. À la limite, même c'est inconscient. Parce qu'on ne peut pas naître dans une ville et y grandir puis s'en vanter. On se vante de quoi concrètement? Vu que ce ne sont pas nos cultures on est en train de vanter là. Par contre, on a un village derrière où quand si on y va, pardon,
on va même pas avoir besoin de nous dire que quand on y sera déjà, on sentira qu'on est chez soi. Donc, naître en ville et grandir, se vanter des cultures qui sont vraiment, c'est pas vraiment bien. Par contre, quand on va dans nos villages, faisons un retour au village, comme a dit notre grand-père, je sais pas, il y a cette culture-là que quand on arrive, vraiment, on sent que là où on n'était pas chez soi. Quand on arrive au village, cette façon les différentes activités même qu'on peut y mener, en ville, on n'a pas ça. Quand on est au village, les travaux champêtres, par contre, en ville, on n'a pas l'habitude. Grâce à ceux qui en ville ont des champs ou cultivés. Par contre, au village, on se cultive, on a comment on appelle ça, on noue un peu de liens avec nos origines, nos ancêtres, on fait un peu de parcours, on visite et tout. Donc, le village, vraiment, c'est très important. Et les gens qui sont nés en ville ont l'habitude de négliger cela. Parce que non, on va être moderne, on oublie carrément d'où est-ce que nos parents, même qui peut-être par moment, ce sont les parents qui refusent. Ils ne veulent pas que les enfants vivent la même chose qu'eux, ils ont vécu au village. Donc, justement, ils préfèrent les caler ici en ville. Pourtant, qu'en allant les laisser même aller au village très souvent, peut-être même depuis le bas âge, ils apprendront beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment important d'aller au village que de naître dans une ville et grandir et s'inventer. Vraiment, et s'inventer, justement, je vais commencer par là, justement, chuter. Ces parents qui n'y vont pas au village, c'est peut-être pour ça, Émilie, qu'ils n'aimeraient pas envoyer leurs enfants. Bon, oui, c'est vrai que de coutume, les parents ont tendance à ne pas aller au village ou alors à y aller, mais par occasion. Oui. Mais je pense qu'ici, il faudrait plus s'attarder sur les conditions en fait, dans lesquelles ils envoient leurs enfants au village. Oui. Parce que je suis d'avis avec Ghislaine lorsqu'elle dit que aller au village, n'est-ce pas, c'est nouer les liens avec les valeurs ancestrales, avec les coutumes, les coutumes et tout. Mais je pense que le besoin, n'est-ce pas, de veiller au bon encadrement de l'enfant, de veiller aux dispositions dans lesquelles l'enfant est mis lorsqu'il va au village est encore plus indispensable et nécessaire. Alors, il y a d'autres qui abandonnent leur enfant au village. Bon, en fait, envoyer l'enfant au village, c'est un peu comme un abandon. Oui. Ils se disent, ah, je me débarrasse de l'enfant. Ils vont un peu du repos. Exactement. Et c'est pas le village uniquement, c'est également un peu de partout. Quand on envoie les enfants en vacances, il y a un minimum à mettre sur pied pour sécuriser l'enfant, n'est-ce pas? Et là, on va bien demander, Ghislaine, est-ce que ces parents-là ne font pas une erreur en envoyant les enfants comme ça, comme des colis, juste pour s'en débarrasser? Est-ce que les moyens sont réunis pour envoyer l'enfant au village? Est-ce que le parent a pris la peine je sais pas, de briefer l'enfant sur l'endroit où il va? Est-ce qu'il s'est assuré que l'enfant connaît au moins l'environnement dans lequel il va se retrouver seul sans lui? Je pense oui, parce que je ne pense pas qu'un parent puisse envoyer son enfant à fleur de l'âge en vacances tout seul. Si même il veut le faire, c'est qu'il va s'asseoir avec cet enfant, lui dire que bon, cette année je t'envoie en vacances, je suis grand-mère. Tu y vas seul, mais quand tu y seras, sache que ce que grand-mère va te demander de faire, tu devras le faire. Je ne serai pas à côté de toi, mais si tu y vas, respecte ce que grand-mère te demandera de faire. N'essaie pas de jouer le têtu ou la têtue parce que tu vas voir que maman n'est pas à côté de toi pour te recadrer. Tu vas en vacances, c'est pour ton bien quand même après tout. Oui. Tu ne vas pas en vacances pour aller donner les mots de tête à ta grand-mère, elle qui peut-être quand elle vient, quand elle te voit venir, pardon, c'est beaucoup ensemble. Vous savez, le village est l'endroit par excellence des retrouvailles. Oui. Parce que vous n'allez pas voir quelqu'un un jour qui va vous dire que ça va faire les réunions familiales en ville. Les réunions familiales, c'est toujours au village. Donc, quand on la majorité, il y en a quand même qui se passent en ville. Mais la plupart, c'est au village. Les réunions familiales pendant les vacances encore. Oui. Donc, qu'un parent envoie un petit enfant juste sans condition, je ne pense pas. Parce qu'il va d'abord s'asseoir et dire que, bon, comme je disais tantôt, il prépare l'enfant psychologiquement sur l'endroit où est-ce qu'il est en train de l'envoyer. Tu y vas peut-être pour la première fois. Tâche de faire comme grand-mère va te dire. Tâche de faire comme je t'ai dit d'abord. Et puis, quand l'enfant arrivera, la grand-mère, non, elle sera d'abord très contente de voir son petit-fils venir. Maintenant, ce sera à elle encore de lui apprendre certaines choses. Encore que c'est un enfant qui vient de la vie. Il y a nos langues maternelles, par exemple. Un enfant va quitter... Ici, en ville, par exemple, on voit des enfants qui... Je ne sais pas, Émilie, peut-être que tu as un exemple qui ne parle pas la langue. Émilie, surtout au village, ils ne font pas. Yamela. Ça, c'est chez nous, Yamena. Ah non, j'ai oublié. Je voulais coincer Émilie, ça va, je t'ai mis dans mon piège. Voilà. Voilà. Alors, Émilie. Français. Ah oui, c'est ça que je parlais. Voilà. C'est ça que je parlais. On nous a appris que nous sommes des Français, on parle français. Voilà, avant de continuer avec l'émission, ces conseils pratiques, on est à la fin de la première partie. On aura besoin de beaucoup de conseils
venant de vous également qui nous regardez à la maison, donc faites-en simple en nous envoyant autant pour moi vos idées par rapport à la thématique développée ce soir. Vous êtes nombreux à nous envoyer des messages sur le mur Facebook, sur WhatsApp, également sur les numéros directs. On vous dit merci pour cela et on vous demande encore davantage. Continuez à nous faire confiance. Sinon, on te dit bonsoir et merci pour le message. Maintenant, allons-y avec les conseils de fin. Ghislaine, pour sortir de cette partie, quel conseil donnerais-tu à tous ceux qui te regardent, à tous les parents qui essayent de fuir le village et donnent beaucoup de prétextes, de raisons, ainsi de suite? Ça ne sert à rien de fuir le village. Pour qu'un homme se sente homme, il faut qu'il connaisse ses origines. Il lui faut une identité. Donc, envoyons nos enfants en vacances. C'est pour leur formation, c'est pour dire ça comme ça. Ça leur sera vraiment très bénéfique. Ça sera très bénéfique. Alors, Émilie, on conseille à tous ses parents. Ok, les parents, envoyez vos enfants au village, c'est très important comme Ghislaine l'a dit, mais prenez le soin, n'est-ce pas, de veiller aux dispositions dans lesquelles ils seront mis. Parce que, en fait, il ne sert à rien d'envoyer l'enfant au village pour qu'il revienne dans de mauvaises conditions. Justement, est-ce que ces parents-là d'ailleurs, parce qu'on se rend compte que beaucoup, aujourd'hui, avec la vie qui est très chère, vont dans leur village, surtout ceux qui ont des villages très éloignés, ils vont dans leur village par occasion. Genre, il y a un deuil, genre, il y a un funérail, il y a un mariage, ils vont pour au village. 2 jours, ils pour reviennent. 2 jours. Et ils y on peut vont donc seuls. comprendre que ces parents aussi essayent de retenir leurs enfants en ville, non? Parce qu'eux aussi vont au village juste par... Déjà, il faut aussi qu'ils changent cette mentalité-là. C'est Et pas, même, ils c'est doivent pas, renouer, c'est ils pas, doivent c'est pas la renouer, bonne chose à oui. faire. Alors, Et un c'est conseil être pour hypocrite. sortir, Et oui. c'est même être hypocrite de le faire. Parce que si déjà eux, dans leur enfance, comme Gisèle l'a si bien dit, ah, pardon, comme Gisèle l'a si bien dit, Exactement. ils ont reçu une formation au village. C'est mieux, n'est-ce pas, de faire pareil avec oui, les enfants. avec les enfants. Voilà. Alors maintenant, on va prendre une petite transition. Question d'accueillir un nouveau visage sur le plateau. Voilà, on prend la transition et puis on se retrouve juste derrière. Maintenant, on accueille Mireille. Bonsoir Mireille. Bonsoir Aïssa, bonsoir Émilie. Bonsoir Mireille. Comment tu vas Mireille? Je vais bien. Tu nous as gardé quoi? Rien. Bien comment? Non. Tu étais au village, tu nous as regardé. Comment ça? Tu Je nous vais as revenir regardé? avec les archives. Ok. Alors Mireille, tu nous introduis dans ton Vox Pop? Bonsoir chers téléspectateurs et une fois de plus, bienvenue à ce numéro de conseils pratiques et à la rubrique Voix Pops. Nous avons été sur le terrain, sur le thème du jour qui nous a été proposé, qui est « Devons-nous éviter d'envoyer nos enfants au village parce qu'on y pratique de la sorcellerie ?» On recueille les avis de tout un chacun et on vous revient juste après. À tout à l'heure. Après moi, on ne pratique pas de sorcellerie au village, la sorcellerie se pratique partout. Donc éviter de faire connaître la culture à nos enfants, c'est anormal. Tout enfant doit aller vers ses aïeux pour connaître la culture de son village, connaître comment on vit en société et en famille. Moi, je pense que la sorcellerie se pratique partout. Ce n'est pas une raison pour laquelle on dit devons-nous envoyer les enfants au village ou pas. De ma part, si tu as la foi, tu crois en Dieu, tu amènes tes enfants partout. Ta foi les couvre des mauvais esprits, quel qu'en soit le cas. Donc ta parole, tes prières et tes bénédictions les protègent des mauvais gens là-bas. Non, au contraire, on doit envoyer les enfants au village. C'est très important pour eux d'acquérir les notions de la tradition, de savoir quelles sont leurs origines, de savoir d'où ils viennent, pour pouvoir mieux s'intégrer dans la société. La sorcellerie, c'est quoi? C'est des choses imaginaires. Nous avons grandi au village, nous connaissons ces choses, nous pouvons mieux nous défendre nos intérêts parce que nous connaissons nos traditions. À mon humble avis, je pense que nous devons toujours envoyer les enfants au village, malgré qu'il y ait la sorcellerie au village, parce que la sorcellerie, ça fait partie de notre culture ici en Afrique, donc du coup, nous sommes habitués à ça. Donc, ce que nous devons faire, c'est plutôt assurer une protection de nos enfants et les envoyer au village toujours, parce que en allant au village, ils s'acquièrent de nos traditions, ils apprennent leur langue maternelle et tout ce qui va avec. Nous constatons de plus en plus que les parents refusent
d'envoyer les enfants au village à cause du phénomène de sorcellerie. Mais cependant, si les parents refusent d'envoyer les enfants au village, comment est-ce que ces enfants vont apprendre à connaître leur village, à connaître leur culture, à connaître leur langue maternelle? Pour moi, je pense qu'il est important qu'on envoie les enfants au village pour qu'ils apprennent déjà à connaître leur village, à connaître leur culture, à connaître la langue. Nous ne devons pas éviter d'envoyer nos enfants au village. Parce que le village, ça représente la terre de nos ancêtres. C'est là où nos ancêtres, dont nos fruits sont sortis de cette terre. Et les traditions, nos enfants doivent apprendre nos traditions parce que nos traditions vont nous protéger, nous encercler, les vautours et tout ça. D'après moi, je pense que nos enfants iront au village pour apprendre leurs coutumes, apprendre les traditions. Un parent sent que ses enfants sont menacés, je crois qu'il ne devrait vraiment pas envoyer ses enfants au village pour y passer des cours. Parce que quand nous empêchons ces enfants, c'est pour avoir un avenir meilleur. Parce que ce sont ces enfants qui deviendront nos parents, qui pourront nous protéger demain ou après-demain. Les valeurs traditionnelles que nous cherchons dans le village, nous pouvons aussi inculquer ça à ces enfants à partir de la ville, quand nous les connaissons. Raison pour laquelle il est important à chaque parent de pouvoir connaître les valeurs traditionnelles de son village, de sa région. De retour sur le plateau de conseils pratiques. Merci pour la fidélité. Alors, Mireille, les enfants, c'est vrai, c'est un phénomène un peu récurrent. On se plaint tout le temps que les parents n'envoient pas les enfants au village. On a tantôt dit sur le plateau aussi que les parents eux-mêmes, on peut comprendre parce qu'eux aussi, ils n'y vont que par occasion, non? En fait, moi, je trouve que c'est une erreur grave de la part de ces parents. Oui. Parce que quand nous étions encore toutes petites, nos parents nous amenaient passer des vacances au village. Oui. C'est alors à partir de là qu'on s'est connecté à nos traditions et cultures. Donc, je trouve vraiment désolant qu'un parent n'aille pas au village, encore moins les enfants. Encore moins les enfants. Alors, et les parents qui disent aux enfants que leur langue maternelle c'est le français, est-ce qu'ils font du bien aux enfants ou c'est un tort vraiment qui sera irréparable avec le temps? C'est une déconnexion très grave. Oui. Parce qu'il y a un adage qui dit « Un homme sans culture est un homme vide et creux ». Oui. Donc, je trouve, normalement, les parents devraient emmener des enfants au village. Moi, c'est vrai que moi, je vais généralement au village une fois par an. C'est déjà quelque chose, il y en a qui font même 5 ans, ils n'y vont pas. 5 ans, c'est même petit. Voilà. Mais si c'est un an, une fois par an, c'est déjà quelque chose. Oui, un conseil de fin, Mireille. Bon, moi, comme conseil de fin, je dirais aux parents, ne serait-ce qu'une fois par an, de permettre aux enfants d'aller au village se ressourcer, oui. Apprendre beaucoup la langue maternelle, car c'est vraiment important. Qu'ils aillent au village apprendre à faire les chants, parce qu'ils sont peu ici en ville qui font les chants. Il y a même certains... Pas qu'apprendre auprès de la grand-mère à faire les chants. Bon, allons il y a même certains... Je ne vais citer aucun nom, la personne se reconnaît. Ok, alors... On va soumettre la thématique de ce soir à l'expertise de notre spécialiste. On prend l'expert et puis on se retrouve après. Les vacances et la sorcellerie relèvent d'une complexité. Simplement parce que nous vivons dans une société où les gens sont animés par la peur. Et cette peur rentre dans une perspective que Raymond Aron appelle la crise de la peur. Les gens ont peur simplement parce que il y a des gens qu'on appelle des sorciers qui se servent de la sorcellerie et poussent s'aimer un peu de la peur. Et ça fait donc que les parents sont parfois réticents d'envoyer leurs enfants rendre visite à grand-mère et à grand-père au village, surtout en cette période des vacances. Et pour moi, je pense que c'est une erreur. C'est une erreur simplement parce que les vacances se présentent comme l'occasion où les membres de la famille sont soudés. Et quand ils sont soudés autour de certaines valeurs, il n'est pas question de se laisser effrayer, de se laisser entraîner par des superstitions. C'est comme ça que je vais appeler cela. Mais qu'à cela ne tienne, disons quand même que ça dépend de chaque culture, de chaque société et de comment est-ce que les gens appréhendent le phénomène sorcier.
Le phénomène sorcier, il est appréhendé qu'on soit d'une société à une autre de différentes façons. Bon, il y a des gens qui pensent que les grands-parents au village, certains grands-parents au village sont à l'origine de leur échec. Et généralement, même quand on voit ces grands-parents, on se rend compte qu'ils ne sont même pas capables de soulever même le pilon, de faire même du mal à leur propre petit-fils. Et ce que je peux dire, à mon niveau, je vais rester dans une dimension purement organique. Ça veut dire, je vais expliquer comme quelqu'un qui est dans un bureau. Parce que expliquer un phénomène de sorcellerie demande de descendre sur le terrain, d'aller interroger les sorciers. C'est un phénomène assez difficile. Donc, ce que je peux dire, c'est que ça dépend des représentations que les gens se font et comment est-ce qu'ils traitent ce genre de représentation. Donc, parler de sorcellerie comme un frein pour les vacances, pour moi, ça relève simplement des appréhensions. Bon, en tout cas, ça dépend du type de société auquel on appartient. Dans chaque société, les gens ont des façons de régler les conflits dus à ce genre de problème. Nous disons infiniment merci à l'expert du jour, Monsieur Bruno Chouquette, sociologue. Il a vraiment parlé comme un expert avec les termes d'expert, comme nous allons prendre le soin d'essayer d'expliquer pour que le Camerounais entende de bonne oreille. Bonsoir Émilie. Non. Bonsoir Christelle. Bonsoir Aïssa. Bienvenue. Merci Voilà. Aïssa. Bonsoir Émilie. Bonsoir Émilie. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir chers téléspectateurs. Nous nous retrouvons encore une fois de plus cette semaine sur la rubrique de son conseil. Le son parole d'expert. Le son conseil. Bon, alors, on a suivi ce que l'expert a dit. Il parle beaucoup plus de superstition. Ça veut dire que ce sont des choses qu'on ne peut pas prouver quand on parle de sorcellerie. Donc, on va dire là, est-ce que tu as pensé comme certaines personnes que le parent a peur pour rien, il n'y a rien, l'enfant doit aller au village? Non, je ne vais pas penser comme ces parents-là. Pour moi, comme les autres qui pensent comme ça, oui. Voilà. Pour moi, le fait de ne pas envoyer les enfants au village reste vraiment une aberration parce que aller au village, c'est se renforcer les liens d'abord avec nos familles, nos grands-parents. Donc, il est vraiment important de retourner aux sources parce que le problème de la modernisation, oui, ça a beaucoup égaré certains. Ils ont appris le français comme leur langue, oui, l'anglais comme leur langue. Exactement. Ils oublient leur dialecte. Il y a Émilie ici sur le plateau qui ne parle pas sa langue maternelle. Teste-moi. Teste-moi. La fiche. Qui ne parle pas sa langue maternelle. Peut-être c'est parce qu'elle n'y va pas souvent. Donc, pourquoi nous donc tu parles la tienne? Dis un truc en ta langue. C'est tout. C'est ta langue. C'est tout. Ou bien me chachou. Voilà les deux langues que je parle. Voilà, on continue, vas-y. Donc, l'enfant, pour envoyer l'enfant au village, c'est aussi question pour lui d'apprendre son dialecte, d'apprendre d'apprendre sa tradition. Le blanc est venu nous tromper ici avec ses langues, est venu nous comparer le mouvement de la culturation. Et ce n'est pas bon. Donc moi, je retrouverai l'expert qui dit que ça reste des superstitions. S'il faille avoir peur de la sorcellerie, c'est mal pensé parce qu'il y a la sorcellerie partout. Oui. Mais même si ça reste des superstitions, je me dis que avec ces superstitions, en fait, on ne sait même plus sur quel pied danser parce qu'il y a tellement de superstitions qu'on finit par croire en ça. Tu peux avoir quelqu'un qui avait l'habitude de balayer peut-être son salon, peut-être à minuit, parce qu'il a entendu dire que non, ne fais pas ça. Oui. Du coup, en fait, c'est un peu comme une machine. Ça s'installe là et après beaucoup arrêtent. Justement disent que la sorcellerie, on en a fait que ça existe, mais les parents exagèrent. Les gens exagèrent. Dès que ton enfant a mal à la tête, c'est sorcellerie. Dès qu'il a une petite fièvre, c'est sorcellerie parce que justement, tu n'es même pas là à l'hôpital. Pour savoir de quoi souffre l'enfant. Oui, de quoi souffre l'enfant. Directement, c'est sorcellerie. Et c'est un peu une raison pour les parents de fuir le village. Et c'est ce que pense Guizot, le mannequin milliardaire. Mais ce n'est pas bon, le tout c'est d'avoir Jésus. Justement, pour fuir la sorcellerie, la solution ce n'est pas de fuir le sorcier.
Quand tu montres même au sorcier que tu as peur de lui, c'est là qu'il t'atteint. Mais quand tu t'y rends sur son terrain et tu es armé, l'arme ici c'est quoi? La prière. Si tu es armé et tu t'y rends, lui-même il aura même encore plus peur de toi que tu pars l'affronter. Donc ici là, nos parents doivent arrêter cette hypocrisie-là, que je n'envoie pas mon enfant au village parce qu'il y a la sorcellerie. Non, parents, charge-toi de prier sur tes enfants, de leur faire comprendre que la sorcellerie n'est pas l'ultime moyen, but, en fait, pour ne pas les envoyer là-bas. Non, ils doivent aller pour faire peut-être les travaux champêtres, aider leurs grands-parents, ceci, ça. Bon, en fait, ça reste toujours aussi dans le cadre de la fusion familiale. Mais pour ce qui est de l'heure, on va dire au revoir à Christelle. Au revoir. Et on se retrouve la semaine prochaine. D'accord. Voilà, maintenant, on va prendre le jingle et puis on revient. Si vous nous rejoignez à l'instant, l'émission c'est Conseil pratique. Permettez la tautologie. C'est Conseil pratique et nous sommes pratiquement à plus de 30 minutes de plateau. Et maintenant, c'est le top 5. Et dans le top 5 ce soir, nous parlons des villes les plus belles du Cameroun. Destinations touristiques que vous pourrez visiter. Mais ce classement n'est pas fait par nous. Voilà, le classement vient du site VUDAF. Ils ont pris le soin de classer les villes du Cameroun. Un classement de 10 villes que nous avons justement repris, mais en top 5 avec une petite retouche parce que les villes, certaines villes n'y paraissaient pas. Ils ne paraissent pas toujours. Alors avant de faire le classement, Ghislaine, tu nous parles de 2 villes qui ont été omises du classement et que les gens ont trouvé ça un peu louche. Effectivement, il s'agit là de la ville de Maroua et celle de Baminda. Oui. Ce sont des villes assez touristiques également, mais ne sont pas dans notre classement ce jour. Les sites touristiques que vous pouvez y visiter dans la ville de Maroua, nous avons des lacs comme le lac Aoui qui est à 7 km de la ville. Nous avons également le lac Oku et le célèbre lac Nyos. Du côté de Maroua, nous avons les gorges de Kola. Oui. Oui, c'est un site également assez naturel, assez comment on dit, touristique, qui a tellement un très beau paysage. Donc, c'est un peu des sites et des villes qui ont été émis dans notre classement ce jour. Maintenant, concernant le classement, on va parler justement en 5e position. Alors en passant, on va faire un petit coucou à Kengo de Foy qui vient de Bafoussam. Alors on va parler de Bafoussam ce soir en 5e position, qui est l'une des destinations touristiques les plus prisées du Cameroun. Alors il faut savoir que Bafoussam, c'est le 4e centre urbain, est considéré, voilà, justement comme le 4e centre urbain après Douala, Yaoundé et Garoua. Et justement, comment je vais dire ça, 3 villages forment la population de Bafoussam, notamment les Bafoussam, qui lui ont d'ailleurs donné leur nom, puis les Bamougoum et ensuite les Baleng. Donc, on va parler de cette beauté, la beauté des chutes d'eau de Bafoussam qui attire les touristes, mais également de l'architecture, voilà, de ces chefferies traditionnelles. Et on fera un petit détour là, Ghislaine. Oui, je disais sa chefferie qui regorge des histoires assez traditionnelles, parmi lesquelles sa chefferie a en son sein une statue qui a 800 ans. Oui, elle a 800 ans cette statue et elle a été érigée au nom de sa dynastie. Le nom, c'est comment on appelle ça, Émilie, tu peux m'aider? C'est Fom Djouom. Je ne sais pas du quartier, pardon. Fom Djouom. En fait, c'est le nom du fondateur de la dynastie. Donc, cette statue-là, derrière elle, il y a comment on appelle, un immense bâtiment dans lequel le chef il rencontre encore des notables pour des séances de réunion et tout. Il reçoit également des autorités, des administrateurs et autres. Et il y a aussi au centre de cette chefferie un arbre à pendaison qui chaque année se doit d'être, comment dire, on doit lui apporter des sacrifices de sang d'animaux parce qu'au fil du temps et même avant, plus tôt, cet arbre-là servait de, comment on dit, de pendaison et pour le, comment on dit? De sacrifice. Non, pas de sacrifice. Oui, de sacrifice, merci. Et pour le faire revivre, il fallait qu'on lui fasse des sacrifices de sang parce que c'est de ça qu'il se nourrissait en fait. Cette fois-ci, avec du sang d'animal. Oui, avec le sang des animaux. Voilà. Donc c'était un peu ça concernant la chefferie
Bafoussam. Oui, Bafoussam, c'est justement... toujours parlant des Bafoussam, il y a le fameux festival, le festival Nyang Nyang. Ça me fait penser au son de Lady Ponce et... Mais c'est pas la même. Et Magaspi, voilà. Nyang, la même chose. Pas la même chose, voilà. Nyang Nyang déjà qui veut dire, d'après les populations, le peuple Bafoussam, puissance, pas chez nous, puissance et magie. Le festival Nyang Nyang, encore appelé l'art de faire la guerre. Pourquoi ce nom? Parce que le festival traduit en fait la victoire des peuples Bafoussam sur leurs ennemis. Oui. Lorsque, dans le temps, il y avait des guerres dans le pays Bamileke. Donc c'est un peu ça. Donc le festival en fait ce sont des garçons initiés qui, n'est-ce pas, pratiquent cette danse-là. Oui, avec des défenses, des cornes d'animaux en main. Bon, ils sont habillés en fait comme des guerriers. Donc on doit dire que... Voilà. Oui, c'est un peu ça. Ils sont colorés, voilà. Donc on doit dire que les peuples Bafoussam, malgré la modernité, ont su, n'est-ce pas, garder leur héritage. Et c'est vraiment... une richesse touristique n'est pas à découvrir et à vivre. Voilà, donc tous ceux qui sont de Bafoussam, faites un tour dans votre village. Voilà. Alors, number 4, Douala. Alors, la capitale économique, le carrefour du Cameroun, si on peut dire ça comme ça. Voilà, c'est qui concentre le plus grand nombre d'hôtels, pratiquement 700 hôtels. Cela vu également au nombre d'entreprises qui y résident, au nombre d'événements que la ville accueille. On peut justement classer Douala en 4e position de par la beauté de ces bâtiments architecturaux, notamment ce que vous voyez à l'antenne, le musée maritime, mais également la pagode. Alors, il me dit, c'est quoi la pagode? Alors, la pagode, c'est le palais des rois Bel. Voilà. Parce qu'en fait, elle a abrité pendant plusieurs années la dynastie des rois Bel. Elle est située à Douala, au quartier, précisément au quartier Bonanjo. Voilà. Et elle a été construite en 1905 par le roi Auguste Manga Doumbé. Elle s'impose en fait comme un joyau architectural de la capitale économique Douala. C'est une architecture toute particulière en fait qui tient son nom d'un roman, justement, de la visite d'écrivains français. Exactement, et qui est marquée par une succession de toitures d'où la pagode. Alors si on veut également à Douala, on va faire un tour au lieu sacré, le monument de la liberté. La nouvelle liberté. Alors, Justine, tu nous en parles? Oui, comme Emilia a dit, en dehors de la pagode et de ces grands marchés, il y a également une principale attraction à Douala qui est cette nouvelle liberté, la statue de la nouvelle liberté. Alors, elle a été érigée par l'artiste plasticien Joseph Francis Souminier en 1996, c'est même pas son dernier. Et cet édifice mesure 12 mètres. Donc, c'est en décembre 2007 qu'il a été inauguré et confié au gouvernement. Cette statue également est considérée aujourd'hui par les étrangers comme de la ville, comme le monument. Un très grand pôle touristique. Oui, voilà. Une détermination qui fait représenter la ville de Douala. C'était Douala qui était en 4e position. On ne parle que ça parce qu'il y a tellement de choses. Il faudrait juste trier parce que si on commence à citer et à faire tout l'historique de tout ce qui se trouve à Douala, on ne finira pas cette émission aujourd'hui. On en batterait la ville de Kong. On parle de la ville de Konsamba ce soir, qui est une très belle ville d'ailleurs, de par les chutes d'eau qui s'y trouvent. Mais on ne saurait parler de Konsamba sans parler de cet artiste, autocompositeur, producteur de disques camerounais, King Mwankoum, j'espère que je prononce bien le nom, qui veut dire roi de la montagne, et c'est le prince Dedi Eyango, qui est né justement en Konsamba le 27 avril 1960. Alors, on ne parlera pas non plus de cet album qui venait de commettre sur le marché en ce mois de juin justement, et qui remettait sur les plateformes digitales et des médias traditionnels l'un de ses anciens titres qui avait été vraiment adoré par le public. Mais on va parler des chutes des Kamkam qui font de la ville de Konsamba une très belle ville du Cameroun. Et allez, ne vous méprenez pas si vous ne saviez pas que Tarzan avait été tourné au Cameroun. Alors, on revisite l'histoire. Effectivement, Raïs, ça c'est à Konsamba qui a été tourné le film. Le film à succès sorti en salle en 1984, il est nommé Tarzan.
En fait, le réalisateur de ce projet avait besoin d'un décor assez naturel, d'un décor assez sauvage. Et dans ses recherches, il s'est retrouvé en Afrique centrale, en général, plus particulièrement au Cameroun, du côté de Konsamba, dans les chutes d'Eco Camp. Donc, c'est là qu'est né ce film, c'est là qu'a même séjourné ce Tarzan, principal acteur du film, lorsque ses parents sont décédés. Le comte et la comtesse, Jake Clayton et son épouse, la comtesse de Greystock. Ouais. Donc, il a trouvé ce paysage, et il s'est dit qu'il pouvait faire son film. Il y a nombreux qui ne savent pas que Tarzan a été fait. Parce que moi, quand j'ai demandé à la maison, personne ne connaissait même qui avait Tarzan au monde. C'est l'occasion d'apprendre à travers conseil pratique. Donc, effectivement, ça a été tourné au Cameroun, à Konsamba, dans les chutes d'Eco Camp. On va passer directement à la position Angola, la capitale aux 7 collines, la ville politique et administrative du Cameroun. On parle de Yaoundé. Alors il y a tellement à dire sur Yaoundé qu'on a également fait quelques petits tris. Vous devez savoir qu'à Yaoundé, vous pouvez visiter la cathédrale mineure de Volier, qui est située sur les hauteurs de Volier, justement la basilique autant pour moi mineure de Volier, très belle bâtisse construite au début des années 80, située sur les hauteurs de Volier. Vous avez également le bois Sainte-Anastasie, construit par le délégué du gouvernement, où on peut passer du temps avec ses amis, en amoureux ou en famille, mais également vous avez le marché Moko. Si vous arrivez à Yaoundé et que vous ne passez pas Mokolo, ça veut dire que vous n'êtes pas venu à Yaoundé. Donc, quand vous arrivez à Yaoundé, faites un tour au marché Mokolo pour faire soutirer. C'est la coutume là-bas. Oui, c'est la coutume. Donc, on parle du marché Mokolo et c'est un malheureux incident sur lequel on va s'attarder autant pour moi. C'est deux explosions voilà, de ces bombes artisanales qui ont fait un peu bouger le marché. En l'espace de 10 jours, 2 explosions, notamment le 2 et le 12 juillet 2022. Ce qui a amené les autorités à prendre des décisions qui ont un peu fait rire les gens. Mais on ne reviendra pas dessus, juste dire que quand le serpent te mord, même le miroir fait peur. Voilà. Donc, alors, on parle de Yafé. On parle de Yafé quand on arrive à Yaoundé. Arriver vers décembre pour voir la beauté de la ville, toujours organisée par la communauté urbaine de la ville. Alors, Ghislaine, tu nous contes un peu l'histoire de Yafé? Oui, il faut d'abord dire qu'avant, on pensait que Yaoundé, c'est uniquement politique et école. Oui. Mais notre communauté a mis sur pied cette attraction-là, qui c'est vrai, nouveau que saisonnièrement pendant les fêtes. Et avant, elle était nommée la foire, elle était du côté de Chinga. Oui, mais de nos jours, maintenant, on parle de Yafé, Yaoundé en fait. Justement, qui se passe du côté du palais des sports. Donc, c'est une attraction qui a mis la communauté sur pied pendant les fêtes pour pouvoir nous déstresser un peu de l'école, à travers ses activités, ses jeux, ses stands. Et il y a même des gens qui quittent d'autres villes, qui viennent à Yaoundé, parce que c'est une fête propre à Yaoundé. Yaoundé, en fait, comme son nom l'indique, donc c'est une attraction où vous partez, vous vous divertissez, il y a des stands, vous achetez, vous pouvez faire des photos, pourquoi pas pour des souvenirs. Pensez à faire la grande roue. Oui, comme la dernière fois, on a dit que j'étais à Yaoundé, vraiment c'était trop génial. Donc c'est un peu ça le but de Yafé, nous divertir à travers ces jeux, ces stands. Ainsi de suite. Et puisqu'on parle de l'endroit où se tient Yafé, on va juste faire un petit détour et parler du Paposi, palais polyvalent des sports. Alors on va parler du Paposi. Déjà, le palais polyvalent des sports a été inauguré le 19 juin autant pour moi 2009 par son excellence Monsieur le Président de la République. Voilà, c'est un complexe qui a vocation non seulement sportive, mais aussi culturelle autant pour moi, de par, n'est-ce pas, ces nombreuses manifestations, autant culturelles que sportives qu'elles regorgent. On parle là des matchs de basket, de handball et tout. Voilà, on va dire que ça... Son esplanade, en fait, qui a une superficie d'environ 10, qui peut, n'est-ce pas, contenir 10 000 personnes, n'est pas également à négliger. C'est d'ailleurs pour cela que le Palais polyvalent des sports de Yaoundé a été choisi comme l'un des villages de la Cannes Total Énergie 2021. Voilà, on passe au number 1 et beaucoup seraient attendus à cette ville. Vous avez de belles plages où on peut aller se détendre. De belles chutes. C'est un peu le centre du Cameroun. C'est d'ailleurs l'une des plus belles villes du Cameroun, Kribi, mais malheureusement, elle n'est pas en première position, elle n'est même pas dans le classement, parce que les auteurs du top 5 ont cru bon laisser la place
alors, à une ville qui est située dans la même région que Kribi, et je m'en vais parler de Ebolowa. Donc, on parle d'Ebolowa ce soir comme la plus belle ville du Cameroun. Si vous voulez voir le classement, faites un tour sur le site de Vidaf. Alors, Ebolowa, justement ici, on va vous parler des chutes de Montvelé. Voilà, ce barrage hydroélectrique qui est construit, dont la construction a été depuis 2013. Et pour justement essayer de, comment je vais dire, de nous favoriser un peu dans le cadre des coupures d'électricité, des lestages, et ainsi de suite. Bon, on passe parce que ça n'a pas porté les fruits. Et il faut dire qu'en dehors de Merveille, nous avons également le centre touristique de Kolandom, qui est situé à 18 km d'Ebolowa. En fait, son nom signifie le monde de l'élégance. Le nom vous dit d'abord tout. C'est un centre très agréable par sa propreté, son accueil assez symbolisé et par la statue qui est érigée, celle d'Adeline la berceuse d'eau. Ce centre historique vous permet de découvrir et d'admirer un lieu assez préservateur, conservateur et diffuseur d'art du peuple Béti. Et dans ce même centre, on retrouve des grottes. Des grottes, merci, voilà. des statues exposées, à l'occurrence des écorces des animaux battus comme l'éléphant et... On parle là de la grotte du berceau, du berceau autant pour moi, le pic d'Adjam, la grotte aux écritures et j'en passe. Vous ne serez pas déçus. Également, on a la réserve du Ndja qui a été déclarée, n'est-ce pas, à juste titre patrimoine national de l'humanité par l'UNESCO, de par, n'est-ce pas, sa diversité, parce qu'elle regorge en fait une diversité d'espèces. On parle là des mammifères. En fait, les espèces rares là, en fait. C'est là-bas dans la réserve du Djaribo. Voilà, c'était tout pour le temps. Il faut dire qu'au Cameroun, on a des très beaux sites. Ah ouais, on a de très belles villes avec de très beaux sites touristiques. Alors, et on parlait des Bolova, on parlait de Yaoundé, on parlait de Bara. Ce sont tous des villages des gens. Hein. Et le thème parle justement des villages. Et il y a la sorcellerie aussi là-bas. Quand vous fuyez vos villages à cause de la sorcellerie. Allez dans vos villages. Il y a de très beaux sites à visiter. Also, we are now traveling to the village just after this. With my foot I tap, tap, tap. With my hands I clap, clap, clap. Right foot first, left foot then. Round and round and back again. With my foot I tap, tap, tap. With my hands I clap, clap, clap. Right foot first, left foot then. Round and back again. The time has come to say something in English. So it is quite necessary to know where we are coming from. Parents should accompany the children in the village during holidays. They should explain to them how much it is important to express themselves in the mother tongue, through the mother tongue, as far as I am concerned. So, Ghislaine, when should parents practice the mother tongue with the children? Parents should practice the mother tongue with the children every time and everywhere. Every time and everywhere. So really, should children avoid traveling to the village because of the witchcraft? No, witchcraft, yeah, is not a reason. Yeah. To avoid traveling to the village? Yes. Thank you. It was a very yes. Elle dit évidemment yes.
C'est terminé. On va vous dire merci. Mais avant de rendre l'antenne, on va donner le résultat du quiz. Vous avez été nombreux à nous écrire via les codes d'accès affichés au bas de vos petits écrans et on vous dit infiniment merci. Alors justement, la question d'abord était celle de savoir qui a été sacré vainqueur de la Coupe du monde de football version militaire. Et la réponse, c'est la France. La France a gagné en finale contre le Cameroun 2-1 par un score de 2-1. Le Cameroun qui a justement écrit son histoire en lettres d'or dans le livre de cette Coupe du Monde. Étant la première équipe africaine arrivée à ce niveau, elle a battu toutes les équipes pour arriver à cette étape de la finale. Elle a battu notamment la Belgique par un score de 8-0, l'Irlande par un score de 12-0. Elle a battu l'Allemagne par un score de 3-0. Les pays hôtes même, les États-Unis par un score de 2-1. Vous devez donc savoir que la Coupe du monde militaire de football version féminine s'est déroulée aux États-Unis en date pendant la période du 11 juillet au 22 juillet, voilà, si je ne me trompe pas, 2022. Et justement, le Cameroun a reçu quelques prix à la cérémonie de clôture. Justement, la meilleure buteuse était camerounaise avec un total de 8 buts inscrits. C'était bel et bien, on va voir son nom là, Ebika Tabe, voilà, Ebika Tabe qui a été élue meilleure buteuse de la compétition avec 8 buts marqués. Voilà, c'était tout pour le QG de... Vous êtes informés les filles? Bon, on va dire que c'est grâce, n'est-ce pas, à l'acharnement et au bon encadrement de leur coach, Joséphine Doumoumaï, qu'elles ont pu, n'est-ce pas, arriver à ce niveau. Ouais. Et il faut aussi également dire qu'elles se sont vraiment déterminées cette année parce qu'en 2016, en France, elles sont rentrées en 4e position, battues par la Corée du Sud. Donc cette année, elles ont vraiment fait de leur mieux. Elles n'ont pas démérité. Arrivées à la finale, donc elles sont à féliciter. Elles sont vraiment à féliciter. On va donc voir qui remporte les 1000 francs de crédit offerts par The Manager. Et que tu veux en partage, Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Les Françaises, ce sont elles les vainqueurs de la Coupe du monde militaire. Le message n'est pas signé, voilà. Il faut signer s'il vous plaît. Donc je ne sais pas de qui écrit. Ça va nos 1000 francs, non? L'autre dit la France. Le message n'est pas signé. 697 31 69 96. Le message. Signez vos messages. On continue. On continue. Voilà, c'est Darrell qui a écrit depuis Bakary. Elle a dit le Cameroun. Alors, ma très chère, désolée. Le Cameroun a perdu contre la France. Ma chérie, désolée. Merci pour ton message quand même. Merci de nous suivre. Alors, le dernier message nous dit bonsoir, c'est Orichi depuis Mélène. Ce sont les lions de l'équipe militaire qui ont gagné la finale. Je suis noire comme la magie. Seigneur. Bon, à Orichi. C'était sa signature. Les lions camerounaises, non. C'était la France, les lions de la France. Voilà, on va lire ce message. L'équipe de France est le vainqueur de la Coupe du monde militaire, ambassade du côté de Crada. Voilà l'exemple à suivre. Toujours signer le message. Bonsoir à toute l'équipe en studio. C'est la France qui a remporté cette compétition jusqu'à de Simba. On fait la combine ce soir. On donne 1000 francs de crédit de communication à qui? Bon, au premier, après quand on premier. Jusqu'à de Simba, tu remportes 1000 francs de crédit de communication offert par The Manager. C'est terminé, on vous dit merci et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Quand il sera 16h. À la même heure. Merci à la réalisatrice Hélène Gomagon. On va dire merci à Mireille, merci à Christelle, on va dire merci à Bénéo au Diamant Rouge. Il va nous faire rôter après l'émission. Et on vous donne rendez-vous jeudi lorsqu'il sera 16h. Mais si vous voulez revoir l'émission, c'est dimanche à partir de 18h. See you next time. Le salaire, ça connaît souffrir. Sans salaire, on ne peut s'en sortir. Pas dans le wagon pour me payer mon salaire. Pourquoi la vie est si ingrate pour certaines personnes? Tu batailles très dur pour avoir un petit boulot. Et bien même quand tu l'as, on ne te crée pas. Mais pourquoi les hommes de ce monde n'ont plus peur de Dieu? À cause du salaire, ma femme veut déjà partir. Merci maman. Les enfants ne sont pas scolarisés dans la maison. Et pourtant je sors tous les matins pour aller bosser. Mon bailleur m'énerve déjà de me mettre dehors. Parce que je suis incapable de lui payer son argent. Les gens se posent des questions si je travaille les cailloux. Dans tous les boutiques du
quartier, je ne suis plus crédit. Tout le monde au quartier m'écrit déjà dans le mal. Parce que le salaire c'est pour la famille. Le salaire ça comme les soucis. Sans salaire on ne peut